je viens de retrouver une citation formidable pour la place du Collège de France avec Dieu. Alors, puisqu'on a parlé latin, on va parler quand même un mot d'allemand. Überall, wo geforscht wird, ist Gott. C'est-à-dire, partout où on fait de la recherche, il y a Dieu. Alors, j'ai trouvé ça chez un auteur allemand, bien évidemment, qui s'appelle Fischer. Alors, on va parler des Juifs allemands, puisque c'est de là qu'on en est, puisque c'est avec ça qu'on a arrêté. La vie et l'œuvre de Salomon Munk permettent d'ouvrir au moins 3 dossiers qui vont structurer ce que j'ai à vous dire. Le premier, c'est l'itinéraire d'un orientaliste européen. Ça reprendra, et donc je ne reviendrai pas dessus, ce qu'on a déjà entendu ce matin. Le deuxième parlera d'un grand représentant de la science du judaïsme, de la célèbre Wissenschaft des Judentums. Déjà, quand vous le dites en allemand, c'est déjà plus scientifique que la science du judaïsme, quoi, enfin. Et le moment de l'entrée de cette science en France, et notamment, bien évidemment, comme on vient de le dire, au Collège de France, à la Société asiatique, à l'École pratique des hautes études, à la Bibliothèque nationale, dans le séminaire qui existe déjà depuis des années et auquel Pascal contribue beaucoup, qui avait été lancé par Michael Werner et Michel Espagne. On s'est intéressé à ces transferts culturels. Alors maintenant, c'est devenu un peu une tarte à la crème. À l'époque, c'était tout à fait pionnier et tout à fait extraordinaire. On s'intéressait justement aux problèmes de traduction, d'importation. Pourquoi on traduit un livre de philosophie? Quel est l'éditeur qui le fait? Et alors, si l'éditeur est allemand, on se dit qu'effectivement, il y a quelque chose derrière, etc., etc. Pour les Français, on s'est aperçu que c'était souvent aussi la place importante des minorités, bien sûr, des protestants et des juifs. Et la plupart du temps, pour un Français, les protestants, c'est les Allemands, ou presque, puisqu'ils sont plutôt en Alsace-Lorraine. Et pour les Juifs, ils sont bien évidemment aussi juifs allemands, puisque les autres, comme vous le savez, on ne va pas revenir sur le problème des Juifs pendant la Révolution française, ce n'était pas vraiment des Juifs, quoi. Pour un Juif de Carpentras ou un aristocrate de la banlieue de Bordeaux, il disait bien, d'ailleurs à Malesherbes, mais ils prient même pas comme nous. Alors comment on peut être sûr de savoir si c'est des Juifs? Il s'agit d'abord d'un itinéraire d'excellence, non seulement sur le plan intellectuel, puisqu'il commence dans une yeshiva, donc dans une académie talmudique, et termine au Collège de France, mais aussi sur le plan social, puisqu'il cumule des responsabilités au sein de sa communauté. Il est le fils d'un aide de la synagogue de Glogau en Silésie. Donc la Silésie, c'est maintenant une partie de la Pologne, et à l'époque, c'était une conquête prussienne. Et il vient d'un milieu très pieux et d'une ville qui a d'ailleurs donné de nombreux savants à la science juive, puisque même le grand Gershom Scholem raconte que ses arrière-grands-parents ou même sa famille venaient de Glogau. Comme souvent, on pourrait passer un séminaire sur chaque étape que nous allons survoler. Suivant son rabbin, un peu comme Moses Mendelssohn, il part à Berlin en 1820, où il rencontre les membres éminents de la science du judaïsme, de la Wissenschaft des Judentums, notamment Eduard Ganz, qui l'aide à intégrer le grand lycée Joachim Thal. Puis il part étudier à la jeune université. Je rappelle que l'université de Berlin a été créée en 1810, notamment avec Böck et Bopp, dont nous avons déjà entendu parler tout à l'heure, puis à Bonn à partir de 1827. Là, c'est plutôt les sciences orientales chez Freytag, Lassen, Niebuhr et Schlegel, le frère de l'autre. Pour des raisons que je n'ai pas besoin de développer, tous ces jeunes savants n'avaient aucun espoir d'avoir une intégration dans l'université allemande, et donc beaucoup sont partis à Paris, ce qui est son cas en 1828. Ce travail d'ailleurs sur l'histoire des transferts culturels est né, c'est un autre débat fascinant, est né en fait de qu'est-ce qu'on allait faire avec les papiers de Heine qui avaient été achetés, dont vous vous souvenez, par le général de Gaulle, enfin par ses experts, puisque le grand collectionneur Schocken qui les avait rassemblés voulait les vendre, et que c'est venu aux oreilles, je pense que c'est par Grappin, c'est venu aux oreilles du général de Gaulle, et de Gaulle a dit « Heine, c'est la France c'est Heine, vous texto, verbatim, vous l'achetez à n'importe quel prix ». Ce qui s'est passé. Et donc, on a retrouvé à la Bibliothèque nationale des centaines de pages de Heine, et on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ?» Alors, je vous la fais un peu caricaturale, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on a découvert, enfin, il y en avait quelques-uns qui le soupçonnaient quand même, ce continent allemand intellectuel, puisqu'on parlait de Marx, à Paris.
c'est-à-dire aussi avec les protes, les éditeurs, les traducteurs, etc. Et les profs d'allemand, tous ces gens-là dont on parle, notamment ici et à la société, ils ont souvent commencé simplement comme professeurs d'allemand. Ils ont enseigné les déclinaisons allemandes, et puis tout d'un coup, ils ont dit, mais vous savez, je fais une thèse de sanskrit, mais vous savez, je fais une thèse de grec avec un tel et un tel. Alors les gens ont dit, bon, on va pas rester, vous n'allez pas rester comme ça, et on a suivi tous les itinéraires jusqu'au Saint des Saints, donc ici, voire même, avant le Saint des Saints, la rue d'Ulm. On a fait un volume tout à fait extraordinaire sur l'école normale supérieure et l'Allemagne, qui contient, alors aussi en commençant par le bibliothécaire, et en distribuant tous ceux qui étaient professeurs. Je ne vais pas le faire ici pour des raisons surtout de temps et surtout de compétences. Je pense que c'est exactement la même chose pour les sciences dites dures. Pour les sciences de l'esprit, ça va, on est plus à l'aise, mais je pense qu'on aurait aussi la même histoire. Et donc, il vient à Paris dès 1828 pour continuer ses études avec Chézy, De Sacy et Quatremer. Il entre alors à la Bibliothèque royale de Paris en 1840 et jusqu'en 1852, et outre cette activité plutôt obscure mais complexe, il n'hésite pas à avoir un véritable investissement politique, puisqu'il accompagne Adolphe Crémieux et Moses Montefiore en Égypte pour défendre la communauté juive attaquée, comme vous le savez, dans la célèbre affaire de Damas. C'est même d'ailleurs le seul qui sait vraiment l'arabe, et c'est quand même ça qu'il fallait d'abord savoir, et le turc. Je rappelle souvent avec plaisir, surtout quand Henri est là, que De Sacy meurt en 1938, et en 1938 commence plus que l'invention de la Palestine, c'est-à-dire qu'à partir de 1938, on va envoyer des consuls à Jérusalem. Le premier étant bien évidemment l'anglais. La décision est prise en 1938, je crois qu'il arrive en 1939, et en à peine 10 ans, on a une cartographie extraordinaire, consulaire. Ces consuls ne faisaient pas seulement de la politique, c'est eux qui permettent ces voyages de savants. La plupart du temps, ce sont d'ailleurs eux-mêmes des savants, vous ne serez pas étonnés. Les Allemands sont des arabisants. Ils ont d'abord fait un doctorat à Berlin, et ensuite, on les retrouve dans les postes consulaires. Je ne veux pas dire des choses désagréables sur nos consuls de France, qui n'ont évidemment pas du tout la même compétence. Et d'ailleurs, on a nommé un consul français, Henri, juste après l'allemand, ou le contraire, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on a mis un consul allemand, la France a dit, c'est pas possible. En plus, il était protestant, cet allemand, bien évidemment. Et donc, on voit, et alors après, c'est l'Italie, et oui, et ensuite la Russie, puisque je vous rappelle que le tsar, l'Empire, est une des plus grosses propriétés foncières en Terre Sainte, et en tout cas à Jérusalem. Quand aujourd'hui, quand vous venez d'ailleurs, j'allais dire ils sont revenus à 1 million, vous avez le Russian Compound, qui est un endroit absolument extraordinaire au centre de Jérusalem. Alors, au retour en Égypte, il en profite pour créer une école. Il dit avec un sourire, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait le boulot, mais l'école s'appelle Crémieux. Et il a rapporté des manuscrits, dont, je crois, une très grosse collection de manuscrits karaïtes. Il devient à ce moment-là le secrétaire général du consistoire central des Israélites de France. Il entre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut, et on se souvient qu'il est élu, j'en dirai 2 mots, à la succession d'Ernest Renan au Collège de France en 1864, dans les circonstances que j'ai rappelées lors de notre dernier colloque sur Renan. Et c'est donc une chose de tout à fait extraordinaire, J'allais dire, il vient de nulle part, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais enfin, il sort d'une yeshiva de Silésie et il termine ici. Je veux dire, tous les gens dont on parle, c'est tous des bac plus 15, quoi. Enfin, hein, bon, il y en a qui ont fait telle grande école, telle autre, tel doctorat, telle chose comme ça, etc. Même qu'il n'est même pas docteur, parce que ça coûtait trop cher pour payer la patente qu'il fallait régler. Et bien évidemment, ça je pense que c'est la légende, comme Moïse Mendelssohn, 1 an avant, on dit qu'il est venu à pied de Berlin, peut-être de Bonn, c'est moins loin, à Paris. Donc vous voyez, vous avez en plus toute une histoire sociale et politique absolument stupéfiante, dont les Français ne soupçonnent pas tout. Renan, lui, si. On a des lettres de lui, justement, quand il s'occupe de la revue, qui doit s'appeler Les Recherches germaniques ou la Revue germanique, il écrit aux gens en disant « Surveillez bien, mais positivement, regardez bien ces juifs allemands, ce qu'ils écrivent, parce que là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. »
Et je pense, mais je dirai ça tout à l'heure, peut-être que aussi de s'occuper des Juifs allemands, comme ça permettait aussi pour un catholique, pour qui de toute façon tout ça c'est plus que de l'hérésie, contre les protestants. Quand vous regardez les comptes rendus de certains savants catholiques de textes écrits par ces Juifs allemands, en disant au moins eux ils sont pas comme ces professeurs de Göttingen, de Berlin, etc. Il est mort d'ailleurs assez jeune, et il a laissé quand même, il avait des enfants, des petits-enfants, etc. Il a une liste de publications extrêmement impressionnante, donc que je vais vous épargner bien évidemment, puisqu'il savait à peu près une dizaine de langues, et qu'il écrivait, et en plus il a passé une partie de sa vie, à la fin en tout cas, aveugle, ce qui fait qu'il savait tout par cœur. Il savait par cœur l'arabe, puisqu'il a fait une édition, je vais y venir tout de suite, en arabe, puisque c'était écrit en arabe, du Guide des Égarés, de Maïmonide, qui est le grand penseur juif du Moyen-Âge, mais qui était écrite avec des caractères hébraïques, exactement d'ailleurs comme Moses Mendelssohn dont j'ai parlé, la traduction en Hochdeutsch, en allemand, pour que les gens puissent apprendre l'allemand, puisque ces juifs voulaient s'intégrer en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, mais avec des caractères hébraïques. Donc il savait, son hébreu était absolument parfait, bien sûr, il savait aussi pas mal de langues asiatiques, puisqu'on le voit, qui traduit pour la Bible de Cahen. Le rabbin Jonas Jacquelin, que je salue ici aujourd'hui, a fait une des premières listes complètes de la chronologie des œuvres de Salomon Munk, parce qu'il y en a partout, quoi, hein. Il y en a dans le Temps, dans le journal de progrès politique, dans les journaux scientifiques, dans des choses très techniques, bien évidemment, et c'est écrit toujours en 3 ou 4 langues. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez impressionnant. Juste un mot pour rappeler ça, parce que c'est quand même assez délicieux. On sait que, je crois que le soir même, Renan a été sinon interdit, du moins d'abord révoqué, et puis est parti de sa chaire. Et après, on a dit, qu'est-ce qu'on va prendre ? Déjà, on a un chrétien qui n'est pas très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il va bien falloir quand même quelqu'un pour enseigner cette langue-là, parce que c'est une chaire centrale, la chaire des études bibliques, entre guillemets, d'Ancien Testament. Vous savez, mon maître Lévinas dit toujours, faites attention quand vous parlez d'Ancien Testament, parce qu'il n'est pas ancien et ce n'est pas un testament, qui est d'ailleurs très intéressant de la manière dont nous avons nos nomenclatures. Hein. Nous avons les écrits intertestamentaires, par exemple, dans la Pléiade. Pas d'où ça vient, si je sais, bien évidemment. Mais je laissais quelque temps, voilà une citation de Victor Duruy qui est assez connue, donc je vais pas vous la citer en entier, on peut la trouver. Je laissais quelque temps la chaire vacante. Le clergé, pour compléter sa victoire, donc ils avaient eu la peau de Renan, présenta un candidat, le professeur d'hébreu à la faculté de théologie de la Sorbonne. C'était un très brave homme, parfaitement inoffensif, mais qui eût été un peu dépassé dans cette maison du Collège de France. J'avais une revanche à prendre, je nommais un juif, M. Munk, le premier de nos hébraïsants, qui avait récemment montré sa science et sa sagesse dans une histoire de la Palestine, publiée par Didot. Il s'agit d'ailleurs d'un fort gros volume qui s'appelle « Palestine, description géographique, historique et archéologique », publié à Paris en 1845. Il est là d'ailleurs assez lyrique dans ce livre. « Le nom seul de Palestine fait naître en nous des sentiments les plus élevés et les plus divers. Il n'est aucun pays, quelque important qu'il soit par lui-même, auquel se rattachent d'aussi grands souvenirs. » Et d'affirmer, je le recite, et on le voit poindre, « ce n'est que par le moyen d'une critique impartiale que nous pouvons arriver à la vérité. Selon nous, la Bible elle-même, source principale de notre travail, et où l'idée divine s'est incarnée par la parole humaine, ne saurait, comme œuvre des hommes, échapper entièrement à la critique humaine. » Fin de citation. Échapper entièrement. Il y a bien évidemment un petit reste. D'ailleurs, dans sa leçon inaugurale, Munk revient sur un topos de l'époque très connu, hérité de Renan. « Je ne m'étendrai pas sur ce que l'on dit de la pauvreté des langues sémitiques, car cela nécessiterait des détails techniques qui ne seraient pas ici à leur place. Si je dis pauvreté, je ne veux point parler d'une pauvreté de racines de mots, car aucun dictionnaire n'est aussi riche sous ce rapport que le dictionnaire arabe. Mais je veux parler de la pauvreté des formes grammaticales, dont les déclinaisons et la conjugaison trahissent une impuissance absolue d'exprimer des idées abstraites, de l'absence totale ou presque totale des verbes substantifs composés, et on sait quelle est, sous ce rapport, la grande richesse des langues indo-européennes. »
Fin de citation. Et il y a une petite pique contre les historiens en disant c'est pas possible que ces gens-là ils n'ont pas d'ailleurs produit de Thucydide, de Tite-Live et de Tacite. Je relisais encore dans ce petit livre qui s'appelle Des principaux philosophes arabes et leur doctrine, dont Monk, qui est en français, donc, et c'est une des premières présentations synthétiques françaises que nous avons de ce corpus, je le cite, en disant philosophe arabe, et on l'a dit tout à l'heure, nous nous conformons à l'usage généralement adopté, car il serait plus exact de dire philosophe musulman. Il est à remarquer qu'à l'exception d'Al-Kindi, aucun des philosophes que nous énumérons ici n'était issu de l'Arabie proprement dite, ni du siège du califat d'Orient. Ainsi qu'on le verra donc dans ce livre, les uns étaient d'origine persane, les autres turcs, les derniers appartenaient à l'Espagne, mais c'est la domination arabe qui peut revendiquer l'honneur d'avoir fait naître la civilisation à laquelle appartenaient tous ces philosophes, et l'arabe était devenu la langue classique dont se servaient même les savants musulmans de souche étrangère. Alors comment un juif pieux, lui, il n'est pas fils de rabbin, mais quand même, il est très lié à la synagogue. Son père est un des fonctionnaires de la synagogue. Comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est le deuxième point dont j'avais parlé, on est arrivé là par cette histoire qui s'appelle donc la Wissenschaft des Judentums, la science du judaïsme, qui a été, au début du XIXe siècle, surtout à Berlin, l'œuvre des jeunes loups, si je puis dire, de la culture juive, de tous ces gens qui s'occupaient aussi de latin et de grec, mais disaient, mais nous aussi, on a une culture. Comment ça se fait qu'on ne parle jamais de cette culture juive, ne parle jamais de cette culture hébraïque, sauf quand on veut, bien évidemment, comprendre la Bible et quand on veut préparer une compréhension plus fine des textes chrétiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a toujours montré qu'il fallait absolument savoir l'arabe pour comprendre quelque chose de l'hébreu, et pas seulement pour la grammaire, encore une fois, parce que les langues sont assez voisines, mais que ces deux pensées devaient être travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, on en a parlé dans d'autres cadres, on a à ce moment-là toute cette histoire de découverte juive de l'islam, de Jewish Discovery of Islam, dont Bernard Lewis, par exemple, est l'un des plus connus, c'est-à-dire ces fils de rabbins ou ces juifs pieux qui sont devenus des arabisants. Souvent, d'ailleurs, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être rabbins eux-mêmes. J'en ai quelques-uns, d'ailleurs, en Allemagne. Ils ne voulaient pas être rabbins comme papa, quoi. Mais comme ils savaient très bien ces deux langues, et qu'il y avait chez les luthériens et les calvinistes déjà l'exigence de sola scriptura, mais en monde juif, c'est la totalité. C'est-à-dire, c'est d'abord une lecture. Vous savez que le premier commandement de la Torah, en tout cas chez les genders, enfin chez les hommes, c'est le père qui lit la Torah avec son fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analphabétisme juif au 19e et même avant. N'est-ce pas ? Donc cette espèce de focalisation sur le texte, sur le mot écrit, et sur aussi les éditions, les traductions, etc., c'est quelque chose qui a fait une partie du succès de ces jeunes arabisants juifs. Il était lié d'ailleurs avec un autre qui était professeur dans la maison aussi, pour lequel il a pas mal travaillé, qui est Adolphe Frank. Et on a aussi publié, il y a eu un colloque sur Frank où vous avez ses rapports avec le monde juif. C'est d'ailleurs assez curieux parce que c'est Frank qui, dans son dictionnaire de philosophie, dans son dictionnaire d'encyclopédie philosophique, a fait l'article sur Maïmonide et l'a pas laissé faire à Munk, alors que Munk connaissait quand même bien mieux cette question-là. Donc il est mort en 67. Et beaucoup de gens se sont inclinés sur sa tombe. Je vous laisse, on peut même trouver ça sur la toile, comme on dit. Ici, vous avez par exemple un professeur qui s'appelait Laboulet, dont un de ses enfants, petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, était d'ailleurs un grand ambassadeur de France, comme son propre père. Et Laboulet était un spécialiste de Montesquieu, et je crois avait la chaire d'études juridiques ou d'études de philosophie du droit, qui a été absolument, et qui a fait un texte formidable, je vous renverrai à la version papier. Sa leçon inaugurale est aussi un modèle de diplomatie, parce qu'effectivement, lui-même était un peu, en arrivant derrière Ernest Renan, était probablement un peu dans ses petits souliers. Et d'ailleurs, je sais aussi que de vifs et sincères regrets ont accompagné dans sa retraite le savant éminent que je suis appelé à remplacer dans cette chaire, où son érudition, son talent, sa jeunesse semblaient lui promettre un long et brillant avenir. Je m'associe à ces regrets et je déplore
autant que qui que ce soit, la fatalité impérieuse des circonstances qui sont venues interrompre le cours de ces leçons dès leur début. Quant à moi, messieurs, je ne puis, hélas, vous apporter que les débris de mes souvenirs. J'espère que vous les accueillerez avec bienveillance. Quand même formidable, hein, même s'il y a beaucoup de choses un peu convenues. Puisque c'était, encore une fois, un séisme de voir débarquer cette science protestante venue effectivement de Astruc, qui a été tout d'un coup une espèce de remise en cause, aujourd'hui on dirait presque décoloniale d'ailleurs, du monde, c'est-à-dire du monde chrétien et même du monde catholique. En disant, qu'est-ce que c'est? Il y a toujours une blague, vous savez, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui est quelqu'un qui a fait une biographie de Homère, et qui dit, Homère, on ne sait pas si s'il a existé, mais on sait qu'il était aveugle, et on avait envie de dire, Moïse, on ne sait pas s'il a existé non plus, mais on sait qu'il était bègue. Donc vous voyez, on est toujours obligé de se raccrocher quand même à quelque chose comme ça. Et donc, lui-même dit qu'il sera quelqu'un de prudent et qui va examiner des documents. Un seul genre d'exégèse sera absolument exclu de nos leçons, c'est l'exégèse dogmatique et théologique. Alors, il a deux faits d'armes. Il y a donc vraiment j'allais dire, un Sonderweg de la philologie venu en Allemagne, voire même un Wissenschaftswunder, qui montrerait justement cette totalité, vous les suivez en réalité jusqu'en 1933, avec ces grands professeurs, Wilamowitz, Möllendorf et tous ces grands auteurs. Et tout ça, pour cette traduction de cette science philologique, historique, critique, etc., elle naît avec le mouvement de la science du judaïsme en Allemagne au début du XIXe siècle. D'ailleurs, très vite, les Français vont dire, mais ça, c'est ce que font les Allemands. Quand Cahen, par exemple, met au point une des premières nouvelles traductions française de la Bible, il écrit à ses collègues allemands, il écrit à Zuntz, à Munch, en disant « Faites-moi une ou deux footnotes, là ». Les Allemands, c'est la note de bas de page, la bibliographie, etc. Et puis, les Français, ça a un air comme ça, un peu plus, un peu moins pesant. C'est des choses qui traînent, vous savez, pendant un long moment. Lui-même, d'ailleurs, Munch, il a donc édité ce texte incroyable du Guide des égarés, qui est 3 volumes, avec des notes, avec une traduction française, qui est superbe. Là aussi, c'est vrai, c'est comme Renan, c'est comme on est souvent entraîné comme ça par la fluidité du français, qui est encore plus incroyable chez quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle. Parce que s'il avait été à l'université ou qu'il avait été comme dans l'aristocratie juive allemande berlinoise, ces gens-là avaient soit une gouvernante française, soit allaient au collège français de Berlin, créé par les Huguenots en 1689. Et donc le français était une langue qu'ils connaissaient très bien. Là, pas du tout. Là, vraiment, Munch, c'est vraiment, j'allais dire, uniquement du travail. Donc, il a édité le texte arabe du Guide des égarés, flanqué d'une traduction française et accompagné des notes qui, passant d'une langue à l'autre, sans oublier le grec d'Aristote, bien évidemment, offraient un panorama que nous utilisons encore aujourd'hui de tout ce qui est la philosophie et la théologie juive et islamique. Et c'était ça qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et après, dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'arabe est obligatoire dans les grands séminaires du monde juif à Berlin, que ça soit à Breslau, donc le premier, vers 1853-54, et à Berlin, à la Hochschule für Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire à l'université pour la science du judaïsme et au Rabbiner Seminar. Il n'y a qu'à voir leurs thèses, on peut les lire. Ces gens-là ont tous l'arabe obligatoire. Et ceux qui connaissent mes marottes secrètes, enfin, c'est pas très secret d'ailleurs, savent que je les repère, bien évidemment, quand ils sont ensuite aux États-Unis ou après 1933, parfois même un peu avant, mais après 1933, où une grande partie des arabisants américains sont venus de la Mitteleuropa, alors parfois de la Hongrie, mais surtout de l'Allemagne, et bien évidemment à l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'on ouvre en 1925, et où là, j'allais dire, les arabisants entre eux se parlent allemand. D'ailleurs, le premier titulaire, c'est Horowitz, un fils de rabbin qui vient de Francfort, il est un turboprof, et quand il meurt, on va en prendre un autre, c'est un Berlinois, et il a fallu attendre le 3e ou le 4e pour qu'il reste là, quoi, si je puis dire. Donc, ça a d'ailleurs des explications. C'est encore plus intéressant que vous pouvez penser, parce que ça vient d'un ministère de la science, d'un ministre de la science de la République de Weimar, qui s'appelait Karl-Heinrich Becker, qui était lui-même islamisant, et qui connaissait bien évidemment tout ce milieu, qu'il avait d'ailleurs formé aussi un peu en grande partie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. J'étais content de retrouver et d'entendre le président Bourget tout à l'heure, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans les jardins de l'école biblique, et on a bien dit, Divino afflante spiritus, c'est 43.
Mais effectivement, quand on a ouvert l'école biblique et on a mis Pierre Lagrange, j'aime autant vous dire que ça s'est très mal passé. Il a été rappelé en France, on lui a dit pas de ça chez nous, et quand il a demandé à revenir, on lui a dit ok, mais vous faites que du Nouveau Testament. Mon ami François Laplanche a fait 2 livres formidables. Il a lu les cours sur le soi-disant Ancien Testament de tous les séminaires en France au XIXe siècle. Et ces cours n'ont jamais été publiés puisqu'on n'avait pas le droit. Parce que si vous commenciez à débattre avec les protestants, c'était foutu. Et donc, tout ça, c'est en manuscrit. Et c'est deux ouvrages chez Albin Michel qui sont absolument formidables. Et Lagrange, alors effectivement, on le disait tout à l'heure de manière amicale, en plus, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on veut bloquer un dominicain français? On envoie un jésuite allemand. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors là, ça a été, mais vraiment à la schlag. Mais il faut dire que c'était aussi des questions. Quand vous commencez à défaire le puzzle, je veux dire, c'est vrai qu'ils sont quand même aussi suffisamment... ils sont pas décérébrés, donc ils savent suffisamment ce qui va se passer. En disant, s'ils commencent comme ça à nous parler de la grammaire de tel livre, et on voit bien, et on comprend que tout ça est commencé avec un médecin. C'est de l'autopsie, quoi. On découpe comme ça, et on fait comme ça, comme ça. Et alors là, après, c'est bien évidemment plus difficile. Et la seconde des choses importantes pour lui, c'est qu'il a réussi à réidentifier un grand savant qui passait d'ailleurs pour un savant chrétien ou musulman qui s'appelait Avicebrolle et qui en réalité n'était autre que Ibn Gabirol, qui était un des grands philosophes et poètes juifs, auteur d'un Fons Vitae, de la source de vie. Et tout d'un coup, il a dit, vous voyez bien, à quoi ça sert la philologie? On a envie de dire, c'est comme pour l'affaire Dreyfus, quoi. À quoi ça sert la philologie? Vous voyez que ce que vous pensiez être latin ou musulman, en réalité, c'est juif. Donc, si vous voulez, pour ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment ces idées de la philologie et surtout de la critique grammaticale, historique, et en laissant, bien sûr, et philologique, bien sûr, et en essayant de laisser le plus longtemps possible les problèmes véritablement philosophiques et théologiques, puisqu'on parle de Dieu. Et Munk était d'ailleurs quelqu'un qui était non pas de éviter, mais qui savait très bien jusqu'où il ne fallait pas aller. Dans cette tradition, n'oubliez pas, il y avait aussi cette grande tradition de ces juifs allemands qui se sont intéressés à l'islam. Donc ce qu'a fait Munk, c'est le célèbre Abraham Geiger, à qui on doit un tout petit ouvrage qui est malheureusement pas encore traduit en français, ce qui est un peu curieux. Was hat Muhammad aus dem Judentum aufgenommen? Alors le titre peut déjà faire 2 attentats, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Mohammed a pris du judaïsme? Alors là, c'est dommage que maintenant ça soit filmé et enregistré, ces trucs-là, parce que vraiment, c'était un prix gagné à Bonn et qu'il a transformé en thèse de doctorat à Marbourg, publié en 1833. D'ailleurs, comme par hasard, il s'est occupé d'autre chose. Il s'est occupé de réformes à l'intérieur du judaïsme et d'histoire juive, etc. Et il a laissé quand même prudemment cette histoire-là. Munk est un des exemples les plus extraordinaires de ces savants juifs qui ont une empathie évidente avec l'islam. Et on le retrouve donc au milieu de cette science orientale, qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure, Sémitistik en Allemagne. Alors là, Sémitistik, c'est 4 professeurs, 10 assistants, 200 000 livres, et donc on ne peut pas lutter. Enfin. Sauf que on n'a jamais autorisé les Juifs au XIXe siècle à avoir une vraie chaire dans l'université allemande. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils venaient ici, parce que jamais... Alors, il y avait des pasteurs qui savaient très bien l'hébreu, mais pour eux, et l'arabe, mais pour eux, tout ça, ça devait servir à une chose très claire, de montrer la grandeur et l'importance de la Bible. Donc, vous voyez, tout ça, ça commence en réalité un tout petit peu avant, non seulement avec Astruc, mais avec la fin, on a nommé Eichhorn. Eichhorn est un personnage fascinant, comment il publie son encyclopédie biblique au moment de la traduction, en 83, au moment de la traduction du texte de Astruc, et Eichhorn commence, lui, De Sacy, son premier article est publié dans la revue d'Eichhorn. Alors qu'après, c'est chez De Sacy que viennent tous les arabisants allemands. C'est d'ailleurs pour ça que c'est agréable pour nous, parce qu'ils ont la bonne idée de faire leur thèse, 1, en français, et 2, la plupart du temps, même une partie de leurs lettres et de leurs correspondances sont aussi en français. Et donc, les noms, ils sont aussi assez connus maintenant, c'est-à-dire Léopold Zuntz jusqu'à Steinschneider. C'était une volonté, donc on le lit dans leurs lettres et dans leurs articles, il fallait absolument avoir la totalité de tout ce qui avait été écrit en hébreu,
et de tout ce qu'on pouvait, de toutes les disciplines, quoi. C'était déjà l'idée, bien plus que l'histoire totale, dans toute sa grandeur, la poésie, la philosophie et la littérature. Et il faut refuser, en tout cas dans un premier temps, l'interprétation christianisante de ces pasteurs. Nous ne craignons pas d'être mal compris, dit Léopold Zuntz. Il s'agit ici de considérer l'ensemble de la littérature des Juifs, dans son acception la plus large, comme objet de la recherche, sans nous préoccuper de savoir si la totalité de son contenu doit être ou peut être aussi la norme de notre propre jugement. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça et pas croire en Dieu. On peut très bien faire ça et être athée ou être d'une autre religion. Et de mentionner les Juifs chinois, abyssins, polonais, les Juifs de Boukhara, etc. Alors on peut penser aussi que ce mouvement s'inscrivait dans la lutte contre l'antisémitisme bien présent en Allemagne, comme en Europe dans les premiers tiers du XIXe siècle. Il suffit d'ailleurs de penser au texte du premier recteur de l'université de Berlin, Fichte, qui, comme vous savez, voulait en une nuit supprimer et changer la tête des Juifs. On a pu dire que cette science du judaïsme pratiquée par des jeunes savants juifs était une sorte d'écriture décolonisatrice de ce qui était effectivement une espèce de mise en cause de l'Europe et de sa partition déséquilibrée entre le christianisme et le judaïsme. On n'a pas le temps de revenir sur ces lumières juives, notamment de cette deuxième génération, David Friedlander, Salomon Maïmon. Maïmon, il y a une histoire de Maïmonide tout à fait extraordinaire, puisque le grand philosophe juif allemand Salomon Maïmon lui prend même son nom. Moses Mendelssohn a lu le Guide des égarés, la plume à la main, et on a ses notes. On sait très bien que Maître Eckhart, Thomas, Albert, etc., tous ces gens-là citent dans leurs livres Moïse Dixit ou Rabbi Moïse, et qu'ils ont lu avec beaucoup de précision ce texte-là, dont on est en train maintenant d'ailleurs de faire, je crois, une première édition moderne de la version de ce texte latin. Je rappelle que la première véritable chaire d'études juives a été ouverte, je crois, à Harvard pour Wolfson dans les années 20 du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il était imposé. Et là, forcément, le dispositif français, avec encore une fois la Société asiatique, les différentes bibliothèques, le PHE, le Collège de France, était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et c'est de ça dont les Juifs allemands ont bien sûr beaucoup profité. Pour terminer, quels sont les grands enjeux? À part Dieu ou je suis athée, Lévinas dit toujours, mais vous êtes athée de quel Dieu? Non, mais c'est joli, parce que sinon c'est une espèce de Dieu comme ça, chassidique, boubérien, tu vois, on dit, ah ben non, ça va pas être... Mais de quel Dieu vous êtes athée? Je trouvais que c'était une formule extraordinaire, parce que les problèmes entre la philosophie et le discours théologique et la théologie, c'est quelque chose que tout le monde, que toutes les religions, en tout cas du livre, connaissent. Il y a toujours un problème où on dit, il faut s'arrêter, ça c'est de la philosophie, et ça c'est de la révélation. Joseph Mélez a fait un très joli petit livre qui s'appelle « Un peuple de philosophes aux origines de la condition juive ». Vous savez, c'est le texte de Théophraste où on dit « mais c'est un peuple de philosophes ». Ces gens-là, c'est des philosophes. C'est le débat récurrent que je vous épargne entre Athènes et Jérusalem qu'on a avec Léo Strauss et tant d'autres. Ça a été forcément une révélation, non seulement pour ces jeunes juifs, que ce continent islamique, mais aussi l'idée que montrer que tout ça, c'était ou de la culture ou de la science, mais qui était d'abord aussi transfert, échange, fertilisation et sédimentation. Et les institutions françaises n'ont pas seulement fait preuve de réalisme en engageant une sommité comme Munch, mais aussi de générosité intellectuelle. Et ils ont nommé ici, encore une fois, je le rappelle, un juif qui évitait, il était président, il ne signait pas le Shabbat. Donc, ce n'était pas quelqu'un comme ça, on dit, oui, il est bac plus 15, il sait toutes les langues, il est juif, mais enfin, c'est comme vous entendez aujourd'hui, quoi. Les gens disent, oh, je suis juif, mais en fait, bon. Pas du tout. Ça, c'était vraiment un juif pieux. Et ça a donc servi aussi à desserrer l'étau social et surtout l'étau intellectuel. L'élection d'un juif pétri de science allemande permettait de lever les derniers obstacles et donc Ernest Renan a pu revenir au Collège de France. Je vous remercie de votre attention.